Il y a 2 ans, j'ai fait un pari fou. Quitter tout ce que j'ai et construire ailleurs. Pas en ville, non, c'est beaucoup trop bruyant. Pas en campagne non plus, je n'ai pas l'âme d'un paysan. Non, l'endroit sur lequel j'ai construit était encore vague et inhabité. C'est à l'intérieur de moi que j'ai décidé de creuser. En me lançant dans cette quête longue et obscure, qui est la connaissance de soi, j'ai vécu des mésaventures. Vous avez entendu ce bruit? Il y a un bruit là, c'est quoi ce truc? J'ai appris des trucs que personne ne dit. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de faire du camping. Oh là là, la Suisse! Et d'autres qui doivent être vécus pour être compris. Cette quête, je l'amène seul, avec ma naïveté et mes tripes, car comme on dit, seul on va plus vite. Mais aujourd'hui, je vais partager tout ce que je retiens, pour qu'ensemble, on aille plus loin. Ce soir, vous êtes conviés à mon prochain défi. Donner une conférence dans mon village d'enfance. 48 personnes sont déjà là, confortablement installées, et heureusement, une chaise vous a été réservée. Alors prenez place, mettez-vous à l'aise, car la séance va commencer. Veuillez m'excuser. On teste le son, c'est tout bon? Devant, derrière. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Ça fait 1 an que je réfléchis à un moyen de vous parler, autrement qu'avec des mots sur les réseaux, autrement qu'avec de l'image et de la vidéo. Et si je suis là ce soir, c'est parce que je pense l'avoir trouvé. Pour démarrer cette nouvelle année, je suis ravi de vous accueillir dans cette belle salle de Gourzon, mise à dispo pour l'occasion, avec la confiance de Bruno, maire de Bayard, Guilhem et tous les pompiers que vous avez croisés à l'entrée, et qui continueront de prendre soin de vous toute la soirée. Je voudrais qu'on commence par les remercier déjà pour cette belle opportunité. Merci à tous les pompiers. Merci beaucoup. Quand j'ai lancé mes défis, en janvier 2022, j'en ai parlé partout. Sur les réseaux, au bureau, à mes amis et à ma copine, qui depuis est partie. Très vite, j'ai reçu les premières remarques. Pourquoi tu t'exposes? Pourquoi tu fais pas les choses dans ton coin? T'es sûr que ça va intéresser les gens, au moins? Je n'étais pas très à l'aise avec ces questions. Hop, clé. Avant de reparler de tous ces défis, je voudrais qu'on revienne au commencement. Nous sommes le 22 octobre 1997. Je suis le premier là-bas. On va avancer un peu quand même. Voilà, ça, c'est moi. Enfin, c'est moi. Avec le visage de mes parents, la coupe de cheveux qu'on m'a choisie et le prénom qu'on m'a donné, Jérémy. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'étais très perplexe vis-à-vis de mon prénom au début, et j'apprendrai des années après que mes parents ont longuement hésité et qu'ils ont fini par changer au dernier moment. Oui, parce qu'au début, mon prénom, ça devait être Kevin. Alors, j'ai vu qu'il y avait des Kevin dans la salle. Respect à eux, parce qu'ils doivent faire 2 fois plus d'efforts que les autres. L'histoire du petit Jérémy, c'est l'histoire d'un enfant qui s'est déjà trouvé, avant même de se chercher. À l'époque, je sais que je deviendrai footballeur professionnel. À l'époque, je passe 80% de mon temps avec les mêmes personnes, les mêmes amis, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. 20 ans plus tard, c'est pas beau ça? D'ailleurs, je suis curieux. Qui dans la salle a réussi à entretenir une amitié depuis plus de 20 ans? Levez la main, allez. Ah, quand même! Plus de 20 ans, c'est beau ça? Combien alors? On a... Laissez-moi grandir un peu quand même là! Oh, il y a 2 bons amis ici, c'est une bonne nouvelle. Eh ben moi aussi, à l'époque, j'ai 2 bons amis, j'ai des certitudes sur la vie, bref, je me sens bien, tellement bien que
Les deux peurs à l'époque de ce garçon, c'est de déménager et de voir ses parents se séparer. Heureusement, aucun des deux scénarios n'est arrivé, et Dieu sait que ça m'a aidé. Et puis, le Covid a frappé le monde entier. Non, je plaisante, pas maintenant. Non, à l'époque, je suis frappé par plus fort que le Covid. Qu'est-ce qui, selon vous, dans la vie, est plus fort que le Covid? Le collège. Je suis frappé par le collège. À cette époque, je suis pas vraiment respecté, je n'ai rien de stylé, vous pouvez le voir. J'ai pas de grand frère que tout le monde connaît. Je me découvre une certaine nullité en mathématiques. Je suis timide en musique, perdu en art plastique. Les filles ne me regardent pas et pour couronner tout ça, on m'annonce qu'être footballeur, ce n'est pas fait pour moi. Vous en doutez, à ce moment-là, ma confiance en moi est au plus bas. Heureusement, j'ai mes parents qui sont là pour m'encourager. Et ma mère, par exemple, passera des années à suivre mes notes et mes devoirs jusqu'au lycée. De mon côté, je ne vais pas les décevoir. Parce que sinon, ils me cachent les manettes de la PlayStation. Ça, quand on est gamin, ça fait mal. C'est pas compliqué, hein. Ton gosse adore le foot. Tu lui achètes le dernier FIFA, t'attends 1 ou 2 mois qu'il devienne accro, et dès qu'il te ramène une note proche de 0, bam, tu caches les manettes au grenier. Moi, ça a été radical. Alors, je sais pas si ça m'a aidé à progresser en maths ou en géo, mais en tout cas, je pense que ça m'a vacciné d'une addiction certaine aux jeux vidéo. Et bah, la suite, vous la connaissez, je vais foncer d'année en année sans trop écouter les rêves de ce garçon, avec les félicitations de mes parents comme seule source de motivation. Des années plus tard, vous le savez, je suis diplômé, master en qualité, et comme ce bout de papier suffit à faire croire que je suis bosseur, travailleur, intelligent, motivé, tout ce que vous voulez, on me proposait un poste de responsable qualité à Lyon que je vais accepter pour me faire un peu d'argent. Et ça y est, le voilà. Le beau métier que j'attendais tant. Du bureau tout neuf, mobilier Ikea, quelques coquelicots, et un salaire de 40K par an. 2 mois plus tard, je me rends compte que le constat est très différent. À l'époque, voici à peu près à quoi ressemble ma journée. Réveil à 6h30, très difficile. Un petit déj qui saute si je décide de traîner au lit. 80% des cas, c'est le cas. 1h30 de bouchon lyonnais, et je ne parle pas de nourriture. Une dizaine d'accidents évités, 8 heures devant un écran entre réunion avec le client pour s'échanger autre que des mots doux. De nouveau, 1h30 de bouchon lyonnais, 10 accidents évités. Et à l'arrivée, une envie soudaine de m'affaler dans le canapé jusqu'à la nuit tombée. Et en fait, à ce moment-là, quand j'y repense, je suis pas triste, je suis pas malheureux non plus. Pourquoi? Parce que déjà, je sais que ça pourrait être pire. Et surtout, je sais pas que ça pourrait être mieux. Et c'est à ce moment-là que le Covid entre en jeu. J'imaginais la photo d'un trou noir pour expliquer cette période. C'est la première photo capturée d'un trou noir, un vrai trou noir, capturé en 2019. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'époque, donc je le remets ici. Pour vous imaginer ma réaction à l'époque du Covid, je se mets dans la peau d'un jeune adulte à qui on a répété pendant des années que faire des études amènerait un beau métier. D'un coup, ce jeune adulte se retrouve bloqué chez lui, avec interdiction d'allumer son ordi, pour que sa boîte puisse toucher les indemnités. Je vous jure qu'à l'époque, ça m'a fait très mal. Parce que je bosse comme un fou, mais on me met au chômage partiel. J'ai un master, et on me considère comme non essentiel. Je vous l'ai dit à l'époque, ça m'a fait très mal, et quand quelque chose me fait mal, je me répète cette vieille phrase stoïcienne: si tu ne peux pas l'accepter, change-le. Si tu ne peux pas le changer, accepte-le. J'ai d'abord essayé de l'accepter, en priant pour un avenir radieux, mais j'ai fait que l'aiguiller devant ma console de jeu. Nous sommes le 31 mars 2021, Emmanuel Macron est en direct sur TF1. Il annonce un confinement strict, national, et ce, dès demain. Mais je m'en fiche, car dans quelques heures,
je serai déjà très loin. Cette photo a été prise le 31 mars 2021 à 23 h, juste après l'allocution de M. Macron. Et je pars pour Sao Paulo, au Brésil. Sur le coup, tous mes proches pensaient que c'était un petit voyage de déconnexion. Mais en fait, ce voyage-là, c'était pas que pour profiter des plages et des promos hors saison. Même si, c'est vrai qu'avec les photos que je montrais, on ne pouvait pas vraiment se douter que j'étais complètement paumé. Bon, d'ailleurs, cette photo-là, c'est très Instagram, parce qu'en fait, ici, vous avez vraiment la vue est vraiment plongée. Je ne sais pas comment on dit pour les techniciens derrière. En plongée. Et là, bah, vous avez le sol, donc en fait, c'est très simple de faire une photo très belle. Ouais. Et en fait, là-bas, au Brésil, loin de notifications et dans un pays que je ne connais pas, je vais me poser énormément de questions sur moi. Qui je veux devenir, ce que je veux accomplir, où je veux vivre et avec qui. Vous en doutez, les réponses n'arrivent pas comme par magie. Alors, à mon retour en France, je vais préparer un changement de vie. Nous sommes en décembre 2021. J'annonce à mon responsable que je pars au 1er janvier. À mon coloc, j'annonce que je quitte l'appartement lyonnais. Et à mes parents, je leur dis que j'ai envie de changer les idées. Janvier 2022, c'est le grand départ. Après avoir presque tout quitté, je pars avec un sac à dos et j'ai fait une petite liste rapide de ce que j'ai fait pendant ces 2 années. Et ensuite, je pense que c'est le bon moment pour vous partager ce que j'en retiens de cette expérience après 2 ans. Janvier-février, je pars en Normandie, dans un château. En échange d'un logement, on me propose de faire les tâches quotidiennes du château, les tâches un peu de bricolage. Vous voyez, je pose de la peinture, je mets de la pâte à bois un peu partout, je pose des fenêtres, je viens faisais une fenêtre de ma vie. Et surtout, je me lancerai le premier défi de la bucket list, tenir 30 jours une routine. J'ai intégré la lecture, du sport et plusieurs choses pendant 30 jours. Ensuite, au mois de mars-avril, je pars à Tenerife, l'île des Canaries, pour apprendre le nunchaku. D'ailleurs, il y a 2 là-bas, si vous voulez, après qu'on se fasse une petite session, vous allez voir, il y a rien de... Il y en a un en mousse quand même. Pour ceux qui veulent vraiment utiliser celui en bois, la chance d'avoir les pompiers ici, donc... Quand je rentre au mois de mai, je pars pour la Grèce avec l'ambition de m'imprégner de la sagesse stoïcienne. Et donc pendant ce mois-là, je vais me plonger dans la Grèce antique. Ensuite, je reviens en France pour un défi à Osgore, apprendre le surf en 30 jours. Ou alors à l'air, c'est pas aussi simple. Ce sera d'ailleurs mon premier défi échoué. Comment? La neige? Non, au moins. Non. Ah, il y avait quelques vagues, mais c'était pas très bon. Donc, contrairement aux apparences, les longs cheveux, c'était pas tout. C'était pas surfeur. Juillet-août, c'est certainement le défi que j'ai le plus apprécié. La tournée musicale avec 2 de mes amis. On part dans le sud-ouest de la France pour donner des concerts. On jouera 5 concerts en 7 jours. Sentiment incroyable. Un culot monstre et ça a marché. Et ça a tellement bien marché qu'on sera encore après cette conférence. Pour ceux qui veulent rester, on a 1 heure de concert qui vous attend. Et je pense que ça va vous plaire. Il y avait une question, c'est quoi l'amour du Sud-Ouest? L'amour du Sud-Ouest? Pour moi? Moi, je suis allé 2 fois. Je suis plus l'amour de la Haute-Marne finalement. On a le Au mois d'octobre, c'est la fin de 4 mois d'entraînement pour mon marathon. Je cours à Munich, au sud de l'Allemagne. Objectif pour courir un marathon en 3h30. Octobre-novembre, 2 semaines après le marathon, je me lance le défi le plus long et peut-être le plus périlleux de 2022. Traverser la France en kayak, départ Toulouse, arrivée espérée à Charleville-Mézières. 2023, cette fois-ci, les défis ne sont plus basés sur mes rêves, mais plutôt sur mes peurs. Début d'année, je me lance le défi d'affronter ma peur de manquer de vêtements. J'achète des vêtements de manière compulsive à souhait et j'ai essayé de faire un tri, de me restreindre à 33 vêtements. Mars,
Je pars dans la lagune de Venise pour dormir, bivouaquer sur l'île, ce qu'on considère dans l'univers paranormal comme l'île la plus hantée du monde, l'île de Poveglia. J'y passerai une nuit avec ma tente et mes caméras. Au mois d'avril, je pars au nord de l'Écosse, à Inverness, dans les Highlands, pour enquêter sur la légende du Loch Ness. Cette fois, pas de peur vraiment associée. Je pars avec un vidéaste, c'est mon premier défi en duo, avec l'objectif de faire une vidéo à la fin et de ne plus être seul dans mes défis. Mai, juin, certainement le défi le plus, disons, dangereux et ce qui m'a valu également le plus de critiques. Vivre 10 jours dans la rue avec une guitare, une caméra et un sac de couchage. 10 jours sans argent. Et je ferai ce défi-là à Nancy. Au mois de juillet, je pars traverser la France pour rejoindre les Pardenas, un désert au nord de l'Espagne, avec une moto de 1988. Bon, je suis parti pas très serein, mais ça va, je suis passé chez Jean-Pierre, qui m'a refait la moto aux petits oignons, ce qui fait que j'ai pu revenir. Sinon, je pense que non, ça n'aurait pas été faisable. Les Pardenas, je vous le conseille, pas au mois de juillet. Les temps plein mois de juillet, c'est horrible. Mais incroyable comme destination. Au mois d'août, on repart pour une tournée avec les chaussettes sales. Cette fois-ci, on n'est plus 3 mais 4, on a un bassiste. Pour un groupe de rock, c'est quand même pas mal. On repart dans le sud-ouest. Oh, tant qu'à faire, on connaît là-bas. C'est bien, ce sud-ouest. Ouais, c'est pas mal, on a une bonne comparaison. Au mois de septembre, j'affronte ce qui, je pense, est ma peur la plus ancrée, aussi loin que je me souvienne, ma peur du vide. Pour ça, je pars dans le sud de la Suisse, dans le Tessin, le canton qui parle italien, et je saute du plus haut élastique d'Europe, 230 mètres. C'est pas ce qui m'a pris, mais je peux en avoir fait. Et novembre, le dernier défi en date, partir au Portugal pour affronter ma peur du rejet. Objectif, dormir chez les inconnus. Un peu un remake de la série Je vais dormir chez vous. Je pars avec 3 caméras, comme vous voyez. Une ici sous mes cheveux et une là. Et puis en janvier, 2 ans plus tard, je me trouve devant vous pour mon premier défi de 2024. Merci beaucoup d'être là pour ce premier défi. Alors dit comme ça, ces 2 années semblent très brouillons. Et même moi, en le regardant, je me dis, ouais, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai lu une phrase récemment qui dit, avant d'avoir découvert ce que tu aimes, moins d'engagement, plus d'expérimentation. Après avoir découvert ce que tu aimes, plus d'engagement, moins d'expérimentation. Je pense que c'est ça. Pendant 2 ans, j'ai voulu expérimenter plein de choses. Et aujourd'hui, 2 ans après, je pense que c'est le bon moment pour ressortir et synthétiser ce que j'ai appris. J'ai décidé de le résumer en 6 leçons. Alors, ces 6 leçons, elles sont très personnelles. Je ne vais pas juste en route, ça vous dire la même chose. Donc, 6 leçons très personnelles, mais prenez ce que vous voulez prendre. Et s'il y a des questions sur certaines leçons et le défi que je viens de passer très rapidement, on va en reparler encore après, mais si vous avez des questions, on se prendra un petit moment de questions-réponses à la fin pour détailler certains points. C'est parti? On y va? Oui. Là, c'est la petite intro, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Leçon numéro 1 que je veux retenir, le confort est un anesthésiant, l'aventure est un stimulant. Au début, mon avis était très tranché. Pour moi, le confort, c'était ça. Après, j'ai pris un peu en maturité, en réflexion, et je me suis dit que le confort, c'est davantage toutes ces choses que je fais, que je maîtrise, dans un environnement que je connais, qui m'est familier. L'aventure, c'était ça pour moi. Avec maturité et réflexion, je me suis davantage dit que l'aventure, c'est toutes ces choses que je fais qui me demandent de la prudence, qui me demandent de la réflexion, et dans un environnement que je ne connais pas, qui m'est inconnu. En alternant confort et aventure dans mes défis, j'en ai déduit 2 choses, c'est que
l'aventure et le confort nous amènent les deux mêmes choses, mais à des moments différents. Je m'explique. Le confort m'apporte d'abord un plaisir, et ensuite une douleur. On le sait, quand on fait un truc qui nous plaît, on n'est pas en stress, notre cerveau est au repos, c'est plaisant. Plaisir instantané. En revanche, quand on est dans le surconfort, je l'ai expérimenté dans mes défis, quand je reviens, à un moment donné, je suis un peu enfermé sur moi-même, je vais beaucoup moins vers l'extérieur, et ça, je considère que pour moi, c'est une douleur. L'aventure, en revanche, ça commence par une douleur. Directement, on est dans le stress. Quand on fait des choses qu'on ne connaît pas, on a cette dose de stress-là, on est en réflexion, on se pose des questions, et ça, c'est pas plaisant. En revanche, vous savez, quand vous rentrez d'une aventure, vous avez découvert de nouvelles vacances, de nouvelles rencontres, ça vous satisfait, ça vous plaît. Moi, je vous l'ai dit, j'ai expérimenté plein de trucs parce que je ne savais pas vraiment ce que j'avais besoin pour l'aventure. Le confort, je sais ce dont j'ai besoin. Je vais prendre une guitare, prendre les amis, on rigole bien et je suis dans le confort. En revanche, l'aventure, je ne savais pas vraiment ce dont j'avais besoin pour me challenger. Donc j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait de la musique, j'ai du bivouac, du kayak, j'ai fait du sport. Et en fait, le vrai défi, c'est de ne pas se faire inspirer par le confort et de ne pas me perdre dans l'aventure. Pourtant, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Ce défi, je vous le dis, de vivre 10 jours dans la rue. Là, pour le coup, je me suis perdu dans l'aventure. Parce que j'ai tout expérimenté en même temps. J'ai expérimenté le bivouac, j'ai expérimenté le stress de dormir dehors, le stress de savoir si je vais manger ou non, avec la solitude également, qui s'est transformée après en isolement. Et donc 10 jours dans la rue, je vous garantis qu'au bout de 5 jours, j'étais plus le même homme déjà. Et comme mon frère m'a retrouvé après 10 jours à Nancy, je pourrais peut-être en témoigner. Vous vous en doutez, quand je reviens de ce défi-là, j'expérimente le contraire, je reste 1 mois chez moi, je ne bouge plus. Et donc, pour moi, c'est exactement les extrêmes qu'il faut, en tout cas que moi, je veux éviter. Ce que je retiens de cette première leçon, c'est que c'est vraiment la dose qui fait le poison. Et je pense fondamentalement que l'être humain, en général, a besoin d'expériences, d'habitudes confortables et d'expériences incontrôlables, mais surtout qu'il a besoin de trouver un bon équilibre entre les deux. C'est ce que je retiens de cette leçon numéro 1. Leçon numéro 2, ayons peur de tomber, pas peur d'échouer, d'avancer. Alors, cette leçon, elle est un peu complexe, mais je vais prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple d'un enfant, en bas âge, vous aimez son petit ourson. À votre avis, un enfant, quand il naît, quelles sont les peurs qu'il développe en premier? Première peur. Est-ce que vous vous souvenez des premières peurs que vous avez quand vous étiez petit? Peur instinctive primaire. L'abandon. La faim, peur de l'appétit. Jean-Pierre? Au revoir les parents, ok. L'abandon. L'abandon, ok. Peur d'un enfant, ça vous parle? De perdre son doudou, ok. En fait, ces peurs-là sont beaucoup plus primaires, beaucoup plus instinctives. La première peur qu'on développe, c'est la peur du bruit trop fort. Vous avez la bonne réponse? Ah bien, on va le dire plus fort. Quel menteur. Il n'y a rien à gagner. Non mais les sourds en fait, la génétique. Et la deuxième peur, qui pour moi est encore plus intrigante, c'est la peur de tomber. Illustration un peu bancale, mais vous avez compris l'idée. On est en train de tomber là, ouais. Cette peur-là, elle m'intrigue parce que on estime qu'en moyenne, un enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber 2000 fois. 2000 fois. Sachant qu'un enfant sait marcher à l'âge d'1 an, en général, ça fait 5 chutes par jour pendant 365 jours. J'ai réussi à la retenir celle-là. Pour un mec qui est pas bon en maths, ok, c'est bon. Là, on peut continuer la conférence à l'aise, tranquille, serein. 5 chutes par jour pendant 1 an. Pas de week-end, pas de vacances, c'est tous les jours 5 chutes. C'est énorme, énorme. La question que je me pose, c'est comment un enfant peut avoir peur de tomber et accepter de tomber 2000 fois. Bon, au-delà du fait qu'ils croisent tous les jours des gens qui marchent, je pense qu'à un moment il se dit, bon, s'ils le font, je pense que je peux le faire aussi, je suis pas con non plus.
S'il l'a fait, je peux le faire. Leçon numéro 3, tu viens de faire la leçon numéro 3. En fait, je pense que ça se situe davantage dans la vision de l'échec. Je pense qu'un enfant a peur de tomber, mais il n'a pas peur de ne pas savoir marcher, d'échouer de savoir marcher. Il a peur de se faire mal, peur du risque pour sa personne. Il n'a pas peur de ne pas y arriver. Autrement dit, il a peur du danger. Il n'a pas peur de l'échec. Et je pense que c'est ça, moi en tout cas en grandissant, les choses qui me font peur dans la vie, c'est beaucoup moins des choses pour lesquelles je pourrais risquer ma vie, beaucoup plus des choses, ah ben là, ça en fait, je pense que je vais pas être bon, je pense que je vais pas réussir. Et c'est plus ça qui me fait peur. Un enfant, lui, il a moins peur de ça. Et cette leçon-là, elle m'est très chère parce que l'aventure m'a réconcilié avec l'échec, en fait. J'ai appris à accepter l'échec, je vous l'ai dit. Le surf. Moi, ma vision haut-marnaise et naïve, c'est que pour surfer, j'ai besoin d'une planche et de vagues. La planche, je l'achète, et les vagues, je vais à l'océan. Pour moi, l'océan est un distributeur illimité de vagues, ça devrait le faire. En fait, non. En fait, il faut du vent, il faut des vagues, il faut un vent qui soit en même temps de la mer, en même temps de la terre, il faut des bonnes conditions, et puis moi, les vagues, si elles sont plus hautes que ça, je ne surfe pas, quoi. Donc, vous vous en doutez bien, en 30 jours, en un mois, j'ai dû surfer une dizaine de fois. Donc, absolument pas possible d'apprendre le surf en surfant 10 fois. Deuxième défi, c'est le marathon. Je vous ai dit, je voulais courir un marathon en 3h30. Et il y a une erreur que les débutants font souvent dans des grands événements sportifs, c'est de changer leur programme d'entraînement, leur programme physique, la semaine du marathon. Alors moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis arrivé à Munich et je lis que pour me préparer à un effort intense, je dois ingérer des glucides et je dois surtout beaucoup moins ingérer de sauce. Qu'est-ce que je fais? Je vais au restaurant et je commande des pâtes sans sauce. Et je vais faire ça pendant 4 jours, midi, soir. Je ne sais pas s'il m'a pris le stress. Et j'ai stressé mon corps, j'ai stressé mon esprit. Et au lieu de courir le marathon en 3h30, j'ai couru en 3h52. Qui pour moi est un échec, parce que je vous ai dit, j'ai couru pendant 4 mois d'entraînement pour en arriver à ça. Donc là, deuxième échec, mais comme je vous l'ai dit, j'en suis pas mort. Je suis encore là pour vous le raconter, heureusement. Et donc, ça m'amène au bilan de cette leçon, c'est que si je ne m'autorise pas à échouer, je ne m'autorise pas à progresser. Un peu comme cet enfant, je pense que si je ne m'étais pas relevé après être tombé 2000 fois, je pense que la conférence, je l'aurais fait comme ça par terre, en rampant devant vous. Autorisons-nous à échouer pour nous autoriser à progresser. Leçon numéro 3, celle-là, je l'aime particulièrement, parce qu'elle m'a fait aussi très mal. Ça n'ira pas mieux vendredi soir. Pour l'expliquer, j'ai une petite histoire. Nous sommes en octobre 2015, j'ai 17 ans, et je contrôle des boîtes de vitesse dans une grande entreprise qui m'emploie en tant qu'alternant. Et ce jour-là, je vais me confronter pour la première fois de ma vie, à l'ennui et l'agacement au travail. Je demande à un collègue, comme tous les jours, comment il va, et il me répond sans aucun détour, « Oh, tu sais, moi, ça ira mieux vendredi soir. » Là-dessus, tout le monde rigole. Moi aussi, je pense que je rigole aussi. Et en fait, entendre cette phrase, quand on a 17 ans, prononcée par une personne qui en a 40, ça m'a fait tellement bizarre. Je vous le fais à vous. Admettons, prenons un petit dessin. Qu'est-ce qui vous évoque ces points blancs? Indice, il y en a 960. C'est pas des jours. Si je commence à y remplir. Minute de quoi? Non. Ces points blancs-là, ça représente tous les mois qu'on a dans une vie. 960. On se base sur une vie de 80 ans, expérience de vie moyenne d'un homme et d'une femme en France. 78, je crois, 82 ou 80, une femme. Alors, j'ai fait une moyenne comme ça, pas de chichi. Comme ça, on a un seul dessin à faire, c'est plus simple.
À 20 ans, voici les mois que j'ai consommés. À 40 ans, Ça va. voici les mois que j'ai consommés. Je vous épargne ceux à 60. La première fois que j'ai vu ce dessin, ceux qui arrivent à 60, la première fois que j'ai vu ce dessin, j'ai pris une claque monumentale. D'abord une mauvaise claque. Je me suis dit, je n'ai jamais le temps de tout faire. La vie est trop courte. Et puis une bonne claque. Je me suis dit, la vie est trop courte, mais j'ai envie de trouver ce que j'ai envie de faire. Je pense pas que ce soit dangereux d'attendre le vendredi soir. Le vendredi soir, en réalité, on en a 4160. On a le temps de voir venir. Il y a une phrase de Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui dit « Si vous avez 3-4 jours dans votre vie d'affilée, où vous vous dites ah, si c'était mes derniers jours, je pense que je ne ferais pas ça. » 3-4 jours d'affilée, c'est rien, personne n'est parfait. Par contre, ça fait 3-4 ans, c'est plus compliqué. Moi, quand je me surprends à courir après le vendredi soir, je mets des notes sur ma vie. Des notes de 0 à 10. 0 étant la peur, 10 étant l'amour. Alors attention, quand je suis près de 0, ça ne veut pas dire que ma vie ne vaut rien. Ça veut simplement dire que je m'éloigne de l'idéal. Et puis je note tout ce qu'il y a dans ma vie. Mon job. Mon job, est-ce que je le fais par amour de mon travail, par amour de ce que j'y fais, ou alors est-ce que je le fais par peur de manquer d'argent? Mon couple, je l'entretiens par amour pour la personne, par amour pour ce qu'on partage, ou au contraire, davantage par peur d'être seul. En l'occurrence, c'est le célibat. Est-ce que j'entretiens ce célibat par amour pour moi? Un peu d'humilité quand même. Ou au contraire, est-ce que je suis célibataire parce que j'ai peur d'être triste, déçu, blessé? Et donc ça marche aussi avec les loisirs et un tas d'autres choses. Et vous savez quoi? À chaque fois que j'ai fait des moyennes sur les principaux piliers de ma vie, toutes les fois où je me rapprochais de 10, c'est vraiment des fois où le vendredi soir, il se passait rien. Donc ça, c'est vraiment un truc que je me surprends encore à faire et que je trouve très important. Amour, peur. Leçon numéro 4. Je ne peux pas tout contrôler. Je vous ai dit, j'ai un master en qualité. J'ai étudié pendant 6 ans la qualité. Et en qualité, on nous apprend à tout contrôler. On nous apprend à voir les problèmes, à les analyser et ensuite à mettre des solutions. On contrôle tout. On contrôle les produits, on contrôle les hommes, les machines. Et moi, je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est de vouloir transposer problème égale solution dans ma vie personnelle. J'ai appliqué cette vision industrielle dans ma vie personnelle et j'ai commencé à voir tous les imprévus comme des choses à améliorer. Et donc, à essayer de les solutionner. Sauf que un train supprimé, une route barrée, une queue de poisson, sur la route, ça, je ne savais pas comment m'en débarrasser et ça m'agaçait énormément. Mais vraiment. Et c'est vraiment l'aventure qui m'a permis d'accepter davantage l'imprévu, parce que vous vous en doutez, dans mes défis, c'est pas passé que des choses. C'est pas déroulé comme sur des roulettes. Le marathon. Ce que j'ai dans mon dos là, ça s'appelle un camelback. C'est là-dedans que j'ai ma réserve d'eau pour courir. Je vous ai dit, 3-4 jours avant le marathon, j'ai changé mon habitude alimentaire, et j'ai aussi lu le règlement. J'ai lu 3 jours avant. Et le règlement est disponible en allemand et en anglais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Excès de confiance, j'ai démarré par lire en allemand. Les collègues à moi savent que l'allemand n'est pas mon fort. Et en fait, j'avais des suspicions les camelbacks seraient potentiellement interdits. Parce qu'en fait, on peut stocker énormément de choses dans un camelback. Et pas que de l'eau, on peut mettre aussi des produits illicites, voire des problèmes des problèmes de sécurité. On peut stocker tout et n'importe quoi dans un camelback. Et je me suis dit, ils n'auront pas le temps de tout contrôler, donc en fait, j'aurais pas le droit d'avoir mon 1 litre d'eau dans le dos. Donc je me suis lancé 42 km sans mon camelback, sans eau. Alors que pendant 4 mois, je me suis entraîné avec. Donc j'ai vraiment fait n'importe quoi. La chance que j'ai, c'est que dans les marathons, il y a des ravitaillements. Tous les 3-4 km, vous pouvez vous ravitailler en eau.
Chose également que je me suis aperçu, c'est qu'au ravitaillement, les premières tables, il n'y a personne qui vous donne de l'eau, personne qui vous donne des bananes, c'est seulement après. Et les premières tables sont réservées aux clubs de sport. Donc en fait, si vous faites partie d'un club, vous pouvez déposer votre propre mixture dont vous avez besoin à tel ou tel ravitaillement, et vous avez votre prénom sur la bouteille. Moi, j'arrive au 3 ou 4e ravitaillement, je crois, au bout de 10 km. Je suis épuisé, je prends la première bouteille d'eau que je trouve. Il se trouve que c'est de l'eau tiède, de l'eau un peu salée, dégueulasse. Et donc, je loupe un ravitaillement, donc je ne bois pas. Donc je boirai seulement au prochain. Bref, j'ai fait n'importe quoi, imprévu total. Deuxième imprévu qui m'est arrivé, c'est l'île de Poveglia. Je vous l'ai dit, l'île de Poveglia, elle est interdite au public. Donc pour y aller, vous devez faire 1 km de bateau, c'est vraiment tout près de Venise. Sauf que c'est interdit d'y aller. Vous avez vu, il y a des barrières en bois là, les bateaux sont en défense d'y aller. Moi, pour m'y rendre, j'attends 3 heures un passeur. Grand signe le long, il y avait en plus de la brume de partout, c'était au mois de mars. Je fais des grands signes à ce passeur. Finalement, il arrive, il vient me voir. Un Italien en barque avec un petit moteur, il me dépose. Je lui dis demain, 10h, 11h, ici. Là, c'est la photo le lendemain, il est 13h, il n'est pas revenu. Je vois Venise, je vois Venise au fond de moi, à 1 km, mais je ne peux pas revenir sur Venise. Imprévu total, j'appelle un premier taxi, un Vaporito. Il me dit ah non, je viens pas possible. Deuxième taxi, non, je viens pas. Troisième, ouais, je viens, 150 balles. Il y a 1 km, vraiment. Deuxième imprévu. Troisième imprévu, mon kayak, objectif Toulouse-Paris. Je suis à Agen quand je prends cette photo-là. Toulouse-Agen, il s'est passé 5 jours. Toulouse-Agen, à Agen, je passe sous le pont d'Agen, je crève 2 chambres à air de mon kayak. Il y a 4 chambres, c'est un kayak gonflable, 2 supérieures et 2 inférieures. On voit celle-ci, elle est crevée. Et donc, 5 jours, c'est un trajet qui va durer 1 mois et demi. À 5 jours, je crève la moitié de mon kayak. Imprévu total. Ces imprévus-là, j'aurais jamais pu les... J'aurais jamais dire jamais quand même, mais c'était difficilement identifiable, ces risques-là. Pourtant, ils sont arrivés. Ce que je veux retenir de cette leçon, c'est que l'imprévu, pour moi, c'est de la souffrance. L'agacement, c'est de la souffrance aussi. Donc quand je m'agace d'un imprévu, j'ajoute de la souffrance à de la souffrance. En fait, l'imprévu, comme vous l'avez vu, on en vit tous les jours au quotidien. Et ce sur quoi on peut travailler, c'est vraiment l'agacement. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi je veux vraiment essayer de travailler. Le chien, il trouve que c'est long. Une question, on verra. Une question. Leçon numéro 5, le chemin vaut largement la destination. Pour moi, la destination, c'est le but à atteindre. Et le chemin, c'est comment on l'atteint. Les premiers défis que je me suis lancé, ça s'appelait apprendre le nunchaku, tenir une routine sur 30 jours, traverser la France en kayak. Imaginez que apprendre le nunchaku, ça devienne reproduire un mouvement de Bruce Lee. C'est ce que j'ai essayé de faire après 1 mois. En fait, si je m'étais mis ce défi-là, je pense que vraiment je ne me serais pas lancé dans ce défi-là, parce que c'était trop top level directement. Et j'étais beaucoup moins dans l'apprentissage, beaucoup moins dans le chemin, davantage dans la destination. Pareil pour tenir une routine sur 30 jours. Et traverser la France en kayak, c'est la même chose. Si je dis faire Toulouse-Paris, mon cerveau entend je pars de Toulouse, j'arrive à Paris. En fait, tout ce qui se passe entre les deux, il l'oublie totalement. Je vous le dis, ce que j'aurais voulu recevoir, en fait, c'est que en arrivant sur le loin, qui est une rivière près de Montargis, je voulais davantage rentrer chez moi. Je voulais un repas chaud. J'étais au bout de 35 jours sur l'eau. Je n'étais plus dans l'apprentissage, dans le fait de pagayer, et donc j'ai fini par abandonner. Entrepreneur américain, qui a dit une phrase qui me fait sourire, c'est, il dit que le désir, la destination, c'est accepter d'être malheureux jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Cette phrase-là, elle me fait beaucoup réfléchir. La destination, c'est vraiment un truc que moi, quand même, m'a aidé, dans le sens où, si j'avais pas eu le marathon à la fin, au bout des 4 mois, je ne serais jamais entraîné pendant 4 mois. La destination, pour moi, c'est quelque chose qui est important, mais je veux vraiment retenir que
À chaque fois que je me fixe un défi, une bonne résolution pour 2024, je veux davantage me concentrer sur le chemin. Leçon numéro 6. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là. Tout vient à point à qui sait se lancer. Qu'est-ce que vous pensez de l'adage? Tout vient à point à qui sait attendre. Vous en pensez pas grand-chose? Je vous ai dit que quand je suis rentré du Brésil, on était en mars 2021. Et quand j'ai lancé mes défis, c'était en janvier 2022. Il s'est passé un an. Pendant un an, je disais que je suis en préparation, que ça allait lancer un truc et tout ça. C'était incroyable. En fait, non. Pendant un an, j'étais fasciné comme un ouf parce que j'avais créé un fichier avec ma bucket list. J'avais mis plein de choses à faire. Ma vision, quelques indicateurs. Et j'avais mis matériel nécessaire. Avant de lancer ce projet de bucket list, je m'étais infligé une liste de choses à acheter avant de me lancer. Dedans, par exemple, il y avait un micro à 200 €, parce que je me suis dit qu'il fallait que je raconte des choses, donc j'aurais besoin d'un micro. Je m'étais mis aussi un disque dur à 100 €, alors qu'avant, je n'avais rien à stocker. J'avais pas de photos, j'avais rien. J'avais mis aussi un truc qui me fait rire, c'est... Vous savez, les petits coussins qu'on met dans l'avion autour du cou, là. Je m'étais mis ça. Bon, je vais voyager, il faut que ce soit confort. Bref, j'avais fait une liste incroyable de choses qu'il fallait que j'achète avant de me lancer. Je me suis dit, une fois que j'aurais fait ça, c'est bon, je pourrais me lancer. Et en fait, la chose qui a vraiment débloqué ça, c'est que j'ai envoyé un mail de démission à mon responsable. Le jour que le lendemain, j'avais plus besoin de tout le matériel, il fallait que je me lance. Cette conférence aussi, je dis que j'y pense depuis un an. Pendant un an, je cherchais le meilleur titre possible. Je passais par tous les titres. 26 ans et toutes mes dents, tout ce que j'ai appris à l'aventure, raconter sa bucket list, enfin bref. Pendant un an, j'ai réfléchi au meilleur titre. Et quand j'ai débloqué la situation, c'est quand j'ai créé l'événement sur Facebook. J'ai mis le premier titre, bien que j'avais quand même réfléchi, et finalement, c'est celui qui est resté. C'est vraiment créer cet événement qui m'a fait me lancer. Je suis sur le loin, là. Montargis, je vous ai dit. C'est le dernier ruisseau que je devais avoir avant d'arriver sur Paris, sur la Seine. Je l'avais très peu étudié. Et bien en fait, il s'avère que ce ruisseau-là, il est à peu près aussi profond que le ruisseau de Chevillon. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de kayakistes sur le ruisseau de Chevillon. J'ai jeté un coup d'œil, je n'ai pas croisé beaucoup. Moi là-bas, j'ai croisé des gens à côté, ouais, c'est les jardins là, on est vraiment, c'est les maisons. Ils me croisaient, moi. Bon, avec le chapeau ridiculement posé, un kayak de 5 mètres. Là, pour le coup, je pense vraiment que je vais passer pour un con. Je pense que c'est ça le seul risque quand on se lance, c'est de passer pour un con. Deuxième fois que je suis passé pour un con, je crois, vous allez me confirmer ça, les musiciens derrière. Premier concert dans le sud-ouest, je vous ai dit, on part à l'improviste, on prend des guitares, des amplis, beaucoup d'erreurs. Je regarde Valentin parce que je suis totalement flippé. On est dans du sable. On est arrivé l'après-midi même pour demander au responsable de la guinguette si on pouvait jouer. Mais ouais, vas-y, joue. On a demandé 400 balles, il a dit non. Parce qu'il a vraiment bien fait. Ça les valait pas. Encore aujourd'hui, je sais pas si ça les vaut encore. Non, je plaisante. Vous nous direz ça juste après. Mais même si on est passé pour des cons, je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on continue de jouer ensemble. D'ailleurs, depuis on a eu un bassiste. Voilà. Ce que je veux retenir de cette leçon, c'est que si le seul risque, c'est de passer pour un con, alors je veux vraiment me dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Moi, ce soir, j'espère pas être trop passé pour un con. On arrive à la fin de cette conférence et aujourd'hui, je peux répondre aux premières questions qu'on m'avait posées au début, vous vous souvenez ? Pourquoi tu t'exposes? Pourquoi tu fais pas les choses dans ton coin? Je pense que c'est davantage pour ce type d'événement. Pour vous retrouver et pour partager ce que j'apprends. Merci beaucoup pour votre attention pendant cette présentation. Pendant ce défi. Premier défi de 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais également qu'on remercie les pompiers, qu'on remercie Bruno, le maire de Bayard, Guilhem, tous les pompiers, Lucas à la photo, qui a fait de très beaux souvenirs.
Également Baptiste, derrière la vidéo, du matos incroyable. Et puis merci à vous tous, on peut aussi s'applaudir. Merci à vous d'être venus. Et le programme de la soirée, ce qui va suivre, c'est que vous dites, le dernier défi, c'était de dormir chez vous. Pas chez vous, mais chez les Portugais. La vidéo est prête, elle dure 1 heure. Est-ce que ça vous dit, on fait une petite pause, on boit un petit truc, on fait le plein de croque-monsieur, on ferme les lumières, on se fait le film, ça vous dit? Allez, c'est parti, merci beaucoup.